Je voudrais avoir votre sentiment sur une observation que je fais, qui est que après le Back to Basic de l'année dernière, le Security for Dummies de l'ouverture par Patrick Payoux, un certain nombre de choses qui sont dites et qui ont fait partie de rapports précédents, enfin là dans les présentations et tout, moi j'ai entendu énormément de choses qui ont été dites, rabâchées depuis assez longtemps dans le monde de la sécurité. À votre avis, où est-ce que se situe le juste milieu entre d'un côté les éditeurs qui semblent avoir toujours le même discours mais qui ne portent pas, devant quand même un parterre de gens qui ont plus de 10 ans d'expérience dans le métier, et de l'autre côté, justement des gens qui ont plus de 10 ans d'expérience dans le métier et qui semblent pas capables de les mettre en pratique. Donc j'imagine bien que c'est pas ni à l'un bout ni à l'autre, mais ça doit se situer quelque part au milieu. À votre avis, s'il est où ce juste milieu ? Je crois que si je le savais, je le partagerais volontiers avec vous. Moi, je ne sais pas si c'est un milieu qu'il faut chercher. Je pense qu'il faut vraiment chercher à élargir la communauté intellectuelle qui traite de ces sujets-là. Et aujourd'hui, cette communauté, elle est d'un côté très fragmentée techniquement, on en a parlé, mais de l'autre, elle est très isolée du monde, finalement, des décideurs économiques. Et c'est dans ce pont, je pense qu'il faut qu'on trouve cet équilibre. Il ne faut pas non plus, évidemment, passer la cybersécurité complètement chez les risk managers, parce que là, on va se retrouver uniquement chez des modélisateurs financiers. Mais comme dans tous ces sujets sensibles liés à la sécurité, ce n'est pas le seul sujet. Dans les frontières, on a le même problème. Dans les transports, on a le même problème. Je pense qu'il faut désisoler la communauté technique, la communauté des ingénieurs. Et ça, des gens comme Jean-Marie sont extrêmement utiles pour porter un message avec une crédibilité qui est évidemment beaucoup plus forte, puisque c'est un tiers observateur. Je dois dire que, pour poursuivre votre propos, j'ai eu un peu de mal au début, parce que je ne connaissais pas la langue. C'est comme quand je me rappelle, il y a de longues années, quand j'ai commencé à la commission des lois, je connaissais la langue, parce que c'était mon métier. Après, je suis allé à la défense, je ne connaissais pas la langue. Là, je ne connaissais pas la langue, et j'ai eu par moment le sentiment qu'on ne faisait rien pour m'aider. Mais ça, c'est le propre de tous les spécialistes, partout. Hein. Et on a aussi besoin d'avoir parfois ce langage codé, cette manière de penser, pour se conforter, même par rapport à ses propres inquiétudes. Mais une fois qu'on a passé cette barrière et que les gens comprennent qu'il y a une attention du politique, décideur potentiel, à un certain nombre de questions majeures, ça change. Et moi, je voudrais en profiter, là je vais carrément à l'autre bout de la chaîne, mais ça reprend aussi un peu certains aspects du propos d'Hervé, notamment quand il citait l'exemple britannique ou américain. J'ai omis de vous dire un truc tout à l'heure, parce que forcément, je voulais ne pas parler trop longtemps, mais ça aurait dû être ma conclusion de politique. Pour moi, aujourd'hui, dans le contexte actuel, à la fois sécuritaire et économique, puisqu'il y a toujours les deux enjeux, l'impulsion, pour qu'ensuite ça se décline, doit être donnée au plus haut niveau de l'État. On a une opportunité qui est certes à travers une entrée défense nationale qui est le livre blanc. Mais peu importe, parce que je vous ai écouté dans votre propos, vous mêlez les deux aspects en permanence, ils sont de plus en plus mêlés d'ailleurs. Et c'est une opportunité, d'ailleurs c'est un des aspects de la lettre de mission du livre blanc
cette dimension de cyber. Il faut s'en saisir, bien sûr, mais ensuite, il faudra que, et en France, le plus haut niveau, ce n'est pas le Premier ministre britannique, c'est le chef de l'État. Il faudra que le chef de l'État, de manière personnelle et personnalisée, ait un discours là-dessus, donne une impulsion, et ça facilitera ensuite partout où il y a une chaîne de décision, où il y a des arbitrages sur des moyens, ça créera une impulsion. C'est nécessaire, mais non suffisant, naturellement. C'est un aspect du sujet. Mais aujourd'hui, franchement, ça nous manque. Et par rapport à d'autres pays, vous savez, en période de crise, les signes qu'on donne sont très importants. En période de crise, quand on donne une impulsion, par exemple, par rapport au redressement de l'économie, par rapport au soutien aux entreprises, avant même que tous les effets se mettent en œuvre, les marchés reprennent confiance et les choses s'enclenchent. Là, ce signal encouragera, enclenchera un certain nombre de dynamiques qui, pour le moment, de prise de décision, de prise de risque, de connexion, comme vous le disiez, qui sont attentistes. Donc, il faut que ça vienne d'en bas. C'est l'histoire de Gramsci, le mouvement d'en haut et le mouvement d'en bas, qui doivent se rejoindre. Il faut que ça vienne d'en haut aussi. Et c'est en ce moment que ça se passe. Oui, bonjour. J'ai une petite remarque également. On entend effectivement un certain nombre de messages forts de la part du gouvernement, et je pense que c'est une bonne chose. Vous disiez à l'instant, effectivement, il y a un certain nombre de discours qui sont prononcés. Ça, je ne suis pas contre. Par contre, ce que je me demande, c'est est-ce que l'État, les États, pas que l'État français d'ailleurs, ne devraient pas avoir un rôle opérationnel dans la sécurité, aider, j'allais dire, à les manches relevées, les RSSI qui sont dans les entreprises. Et je vais vous donner pour ça 3 exemples. Un premier exemple, détection de sites qui sont squattés, avoir un rôle là-dessus, j'allais dire entre guillemets indépendant de la part de l'État. Deuxième exemple, l'État gère les cartes d'identité de ses citoyens. Pourquoi ne gérerait-il pas une identité numérique des citoyens également ? Et un troisième exemple, je pense que l'État peut-être pourrait essayer d'avoir une mission de sensibilisation des hauts dirigeants d'un certain nombre d'entreprises. Je n'ai pas cette impression qu'aujourd'hui ce rôle soit réellement totalement joué. Certains, je vais laisser Hervé vous répondre, certains aspects de votre propos sont déjà dans mon rapport, notamment sur la sensibilisation du monde économique à tout niveau et l'impulsion qui doit être donnée. Par contre, il y a un moment donné où il faut trouver la limite entre ce qui doit être positivement l'impulsion des autorités, des pouvoirs publics, des États, et ce qui pourrait basculer dans une autre forme de société qu'on ne veut pas et dans laquelle on peut être très vite, si on y prend garde. Et ce sera d'ailleurs aussi un des sujets qui apparaîtra quand on aura un nécessaire dialogue avec des pays comme la Chine, etc., par rapport à nos enjeux démocratiques. Donc c'est, voilà, oui, mais en ayant à un moment donné à l'esprit la limite de l'exercice. Les exemples que vous avez cités, en l'occurrence d'ailleurs, ne me gênant pas, comme pouvant être plus de la compétence, ou en tout cas d'une impulsion de l'État. Bon, moi, je dirais oui, évidemment, sur le dernier chapitre. Et je sais que Payou mouille sa chemise pour faire le tour des gens du 440 et essayer de réveiller l'industrie en faisant des discours d'hygiène. Mais les incidents l'aident. Voilà, d'hygiène informatique. Sur les 2 premiers points, oui, l'État peut avoir un rôle opérationnel, mais il n'y arrivera pas à faire tout. Et vous pouvez doubler les effectifs de l'ANSSI. De toute façon, si vous ne créez pas des relais dans l'industrie des services et des solutions, vous n'arriverez pas à traiter toute la dimension des attaques sur un pays, sur ses infrastructures critiques et sur ses industries critiques. Donc il va bien falloir que de toute façon, comme le font aujourd'hui les Américains avec des structures permanentes de dialogue État-industrie, et les Britanniques qui ont, je crois, 12 groupes permanents par secteur verticaux sur les affaires de cybersécurité, si vous ne créez pas des relais de compétences dans le secteur marchand et industriel, qui pourra lui-même investir dans des solutions, vous n'y arriverez pas, parce que la dimension du problème n'est pas à la mesure d'un service aussi développé soit-il au sein de l'administration.
Donc oui, un rôle d'impulsion, oui, un rôle régalien, oui, un rôle de certification et d'orientation politique, mais quand on rentre dans l'exécution, à terme, cette exécution doit être assurée par les gens qui sont normalement constitués pour ça, c'est-à-dire les industriels. Bonjour. Une petite question. Donc, je travaille dans une DSI ministérielle. Aujourd'hui, rien que sur la SSI traditionnelle, on est confronté tous les jours entre, d'un côté, une problématique de souveraineté nationale sur la mise en place d'équipements et de protection, et la loi européenne sur et également la libre concurrence, et en particulier la directive service. Donc, par rapport à ces éléments-là, sur le côté militaire ou dans les organisations de la défense, il y a un certain nombre de règles qui permettent de définir une certaine souveraineté et protection nationale ou européenne pour disposer des services et des outils permettant d'assurer la protection de ces organisations. Vous avez parlé de cybersécurité. Aujourd'hui, et donc demain, s'il faut s'appuyer sur des structures et des services qui permettent de faire de la cyberdéfense, quelles sont les mesures ? Y a-t-il des mesures ? Il y a des lobbyistes au niveau européen, il y a un certain nombre d'actions politiques. Y a-t-il des mesures entre politique et industriels français pour, au niveau de l'Europe, faire évoluer ces directives très contraignantes qui, aujourd'hui, imposent les administrations, dans le cadre du Code des marchés publics, un certain nombre de règles qui peuvent être dangereuses au niveau des risques assumés par l'État. En fait, tout à l'heure, on a tenu, Hervé et moi-même, un propos en apparence contradictoire. Moi, j'évoquais au détour d'une phrase mon souhait que l'Europe s'implique davantage dans son rôle, notamment sur la réglementation des télécoms, les normes, etc. Et Hervé disait, heureusement, de l'Europe viennent des impulsions. On avait juste tous les deux. Par contre, ce qui manque, et ça c'est un peu votre question, c'est au fond une hiérarchie des normes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'au plus haut niveau de l'Europe, et notamment des commissaires concernés, mais également, vous parlez de lobbying, du pouvoir politique, Conseil des ministres, Parlement, il y a une prise de conscience. Après, je vous dirai juste un mot je nuancerai ce que je viens de dire, une prise de conscience que il faut arriver à concilier la nécessité de normes européennes ou d'une configuration européenne qui soutienne les efforts faits par les États, souvent d'ailleurs de concert, avec évidemment, je dirais, la philosophie européenne sur la concurrence, etc., la saine concurrence. Et la hiérarchie des normes, c'est qu'à un moment donné, certaines règles doivent être supérieures, par exemple, à la circulaire service. Donc ça, il suffit à un moment donné de le décider. C'est forcément une décision politique pour que, d'une certaine manière, chacun y retrouve ses petits. Cela dit, et c'était un peu la nuance que je voulais apporter à ce que je viens de dire, c'est pas demain la veille. Parce que la prise de conscience que nous avons, que nous évoquons en ce moment au sein des pays de l'Union européenne, elle est extrêmement diverse. Il y a de nombreux maillons faibles. Il y a des pays, on pourrait faire le même raisonnement en matière de défense pour l'OTAN, qui considèrent que ce n'est pas le sujet, qu'on s'en sortira toujours, etc. etc. Et il faut encore quelques sinistres pour qu'il y ait une prise de conscience commune de l'urgence d'avoir une réponse européenne au bon niveau de la hiérarchie des normes. La hiérarchie voulant dire, vous l'avez compris, que certaines normes européennes s'imposent à d'autres. Bon, et puis, dernier point, vous êtes au cœur du débat qu'on avait hier à la commission du livre blanc sur la sécurité. On ne peut plus être dans un système où il y a d'un côté les règles de défense et de l'autre les règles de sécurité. Oui. Le cyberdomaine est un domaine qui est complètement transverse à la défense, à la sécurité et à l'économie. Et donc, c'est pour ça, et c'est la raison fondamentale pour laquelle nous disons en permanence, dans le cadre du livre blanc, qu'on ne peut pas faire l'économie d'une politique de souveraineté, qu'elle soit nationale ou plurinationale,
sur les sujets de cybersécurité. Parce que, évidemment, vous n'imaginez quand même pas, aujourd'hui, 5 minutes, que l'État américain consulte Cassidian pour traiter ses problèmes de cybersécurité aux États-Unis. Hein. Aujourd'hui, de toute façon, sur les sujets sensibles, quoi que disent les lois, les gens traitent leurs problèmes dans des cercles qui restent nationaux. Nous, on pense que ça ne marchera pas non plus parce que les écosystèmes sont trop faibles. Mais il faut trouver entre les deux les cercles de confiance à 2, à 3. Alors c'est le cercle de la LOI, c'est le bilatéral franco-britannique, ou c'est un trilatéral avec les Allemands et ainsi de suite, parce qu'on ne pourra pas le faire à 27, moi j'en suis complètement convaincu. Mais on ne fera pas l'économie d'un travail sérieux et complété par un élément législatif sur les cercles de souveraineté touchant au cyberdomaine. C'est pas possible. On a évoqué des tas de problèmes sur les questions matérielles, mais ça sera bien pire sur les questions de solutions logicielles. Oui, monsieur le sénateur, c'est une question que je vous adresse justement en matière de hiérarchie des normes. Ne pensez-vous pas qu'il manque aujourd'hui à la communauté internationale un droit international du cyberespace, comme il en existe un, notamment pour le droit de la mer, au terme de la Convention de Montego Bay de 82, qui a permis de produire un ensemble de normes qui sont aujourd'hui acceptées par tous les États maritimes. C'est la même chose pour les espaces aériens. Pour l'espace, est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas nécessaire, et ça pourrait être une belle mission pour la France et l'Europe, que de porter ce débat auprès des instances onusiennes? Alors, 1, la réponse est oui. 2, à mon avis, les choses vont s'accélérer en la matière parce que nécessité fait loi et que tout le monde va être confronté à cette nécessité. Troisièmement, on a une vraie difficulté, il faut l'avoir à l'esprit lucidement, elle n'est pas insurmontable, c'est qu'au niveau, je dirais, d'un certain nombre de pays de la communauté internationale, on se retrouve sur une certaine philosophie, je dirais, de liberté, avec toutes les limites de l'exercice, les excès. Mais à la base, il y a quand même cette liberté, même si elle doit être régulée, encadrée, même s'il faut protéger contre certains abus, certains excès qu'on connaît bien, mais liberté quand même, y compris liberté démocratique, avec ce que ça peut entraîner au niveau d'un certain bouillonnement des idées, voire de possibles changements politiques, etc., comme on l'a vu dans les révolutions arabes, enfin tout ça. Et vous avez des États, et pas parmi les moins importants, qui ne sont pas encore complètement mûrs pour ça, même si moi je pense que le monde va continuer à bouger très vite. Et de toute façon, cette difficulté d'ordre philosophique, mais je le dis parce que c'est vrai. Parce que, enfin c'est vrai, je veux dire, vraiment, aujourd'hui, tous les pays, y compris la Chine, la Russie, d'autres pays, ou la quasi-totalité, veulent avancer dans cette coopération. Il faut à un moment donné qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de principes. Je pense qu'on y arrivera, je pense que ça s'accélérera, mais si ce n'est pas encore fait, c'est pour les raisons que je viens de vous dire essentiellement, n'est-ce pas, et pas pour des raisons techniques. Absolument. Mais c'est une très bonne question. Et le droit de la mer, vous savez, on a commencé au Moyen-Âge avec Tribord Amur. Il y a encore des pays qui n'ont pas signé les conventions internationales sur le droit maritime. Hein. Et il y en a 2 très importants qui n'ont toujours pas signé, donc ça prend du temps. Pardon. Qui l'applique. Voilà. Je sais pas, on est livré à nous-mêmes, donc on continue. Où est le chef? Il n'y a pas de chef. Ah oui. Je crois que comme le... Vous reprenez le pouvoir? Mais non, mais nous on est là, on attendait les instructions. S'il n'y a personne pour faire la police, voilà, ça exactement. continue. Voilà, Donc c'est je un suis bon désolée, exemple. est-ce qu'il y a vraiment une toute petite dernière question très courte? Mais la dernière de dernière. Hein. Nous on est bien, la clim marche. Enfin. Question. Ça marche? Oui. Maintenant, oui. Une question double, mais qui peut rester rapide pour illustrer les propos qu'on a échangés. En tant que responsable sécurité, je vois beaucoup d'infections à travers des clés USB. Cherchez sur le marché une seule clé USB où vous puissiez appuyer sur un bouton pour la rendre read-only. Ça n'existe plus. Ça existait quand on était petit,
quand il n'y avait pas de virus. Et une autre remarque, puisque dans votre rapport, vous parlez de politique RH pour les services de l'État, actuellement, quelqu'un comme moi qui a un peu de bouteille, ou un très jeune qui est peut-être plus brillant et qui a beaucoup d'envie de faire, comment peut-il aller à l'ANSSI, sachant qu'il faut être fonctionnaire territorial, machin chose, je ne sais quoi, ou accepter un CDD 3 ans? Quand on a 50 ans, on ne quitte pas une boîte pour faire un CDD. Donc, comment pouvez-vous améliorer ce genre de choses pour qu'on ait envie de travailler pour l'État? Mais, en France, c'est un vrai problème. Et moi qui viens de la DGA et qui ai fait je ne sais pas combien de rapports sur la navette État-industrie dans le cadre de la DGA, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé la solution. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de le faire en début de carrière. Donc là, on a entamé avec un groupe d'industriels un certain nombre de discussions avec l'État et avec l'ANSSI pour essayer d'avoir déjà dans les cursus initiaux un certain nombre de navettes préorganisées entre le public et le privé à un âge où les questions de rémunération, de statut et ainsi de suite se posent moins que quand on a 50 ans et qu'on commence à se préoccuper du cumul de ses points de retraite ou qu'on a des emprunts à rembourser pour sa maison. Alors, en Angleterre, ça existe parce que dans la fonction publique, au-delà d'un certain niveau de responsabilité, de toute façon, le CDD est la règle. Et le marché du travail est suffisamment fluide pour que des gens de l'industrie acceptent de prendre ce risque pour avoir des responsabilités dans l'administration, d'un CDD qui, de mémoire, est de 5 ans, non renouvelable en général, et ensuite, ils retournent dans leur industrie. Mais aujourd'hui, honnêtement, on n'a pas trouvé de solution. Je voudrais, par une pirouette, répondre à côté de la question. En disant un truc quand même qui me paraît important aujourd'hui. On a dans ce domaine, qu'on soit organisme public ou entreprise, du mal à recruter les bonnes compétences. Donc déjà, indépendamment de ce que vous venez de dire et du début de réponse que vous apportez, il faudrait déjà qu'il y ait un vivier plus important. Et là, je fais quelques propositions dans mon rapport, d'ailleurs à la fois très générales en termes d'information, de communication, de sensibilisation, mais également plus ciblées en matière de formation, en matière les différentes personnes collaborateurs qui travaillent dans vos services pourraient être davantage formés, sensibilisés à ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est des choses qui s'organisent. Certains pays savent le faire. Mais au-delà de ça, on a un potentiel de compétences. Peu importe ensuite quel sera le cursus. Votre question, elle est importante. Mais ça suppose déjà qu'à la base, au niveau des écoles d'ingénieurs, de techniciens, etc., on prenne conscience, c'est leur intérêt aussi, que ça sera dans les prochaines années un domaine où il y aura vraiment un beau potentiel de développement. Et là, le vivier sera plus important et ça peut aussi aider, quoi. Je réponds à côté de la question, mais j'en profite pour évoquer une vraie question aussi, non? Voilà, je crois qu'on va vous remercier. Oui.